tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Dans le dernier vlog, je vous avais laissé sur un suspense de dingue. Je vous avais annoncé que j'avais commencé lundi un livre dans le bus, mais je ne vous avais pas encore dévoilé le titre, l'auteur. Je ne vous avais pas encore montré ce livre. Et donc du coup, je sais que pendant une semaine, c'était dur, c'était très dur de deviner, de spéculer à propos de cette lecture. Et donc, je casse enfin le suspense. Quel livre est-ce que j'ai lu? Est-ce que je suis en train de lire plutôt? Quel livre ai-je sorti de ma palle? Mais avant, si vous n'avez pas vu le vlog précédent, je vous invite à aller le voir, parce qu'il y a quand même un cliffhanger de ouf à la fin de ce vlog. Donc, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mettrai dans le petit juste ici. Il suffit de cliquer et d'aller voir ce vlog qui termine donc, je l'ai dit, sur un cliffhanger de dingue. Quel est le livre que j'ai sorti de ma palle? Il s'agit de Tous tes secrets de Lisa Jewell, que j'ai ici donc aux éditions Hauteville. Il s'agit d'un thriller domestique, un thriller dans lequel on va... Donc au tout début, au premier chapitre, donc il y a d'abord un petit prologue. Et puis, le premier chapitre, on sait qu'il y a eu un meurtre. On se doute de l'identité de la victime. Et puis ensuite, on va directement plonger 3 mois plus tôt pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, on va suivre 3 points de vue différents. Tout d'abord, le point de vue de Joséphine, qui est une fille de 27 ans, qui est un petit peu paumée, qui a vécu un petit peu la vida loca et puis qui est de retour en Angleterre chez son frère et elle doit chercher un travail, voilà, elle a toujours une vie un petit peu pomme-bellup, elle travaille à Ibiza dans un hôtel, elle a un petit peu bourlingué partout dans le monde, fait énormément la fête, etc. Et juste avant de revenir en Angleterre, elle s'est mariée sur un coup de tête avec un homme qu'elle trouvait magnifique, Alfie. Et donc, on va... ils ont déménagé donc en Angleterre et ils doivent trouver du travail chacun, bref, établir leur vie. Et en attendant, ils logent donc chez le frère de Joséphine. Et donc on va suivre un petit peu c'est Joséphine, le personnage principal qu'on suit tout le temps, mais on va suivre également les personnages qui gravitent autour d'elle, donc son frère et sa belle-sœur, et également donc son mari Alfie. Ensuite, on va suivre une adolescente de 15 ans qui s'appelle... Comment s'appelle-t-elle encore? Non, pas Jenna, punaise. Si, c'est ça, Jenna, qui, elle, habite donc juste en face de Joséphine. Et Jenna a comme particularité d'être une adolescente qui doit prendre énormément soin de sa maman parce que sa maman, elle est dans un petit délire paranoïaque de persécution. Et donc du coup, on sent qu'elle perd un petit peu la boule. Et Jenna, elle doit gérer ça. Et en parallèle, donc elle va à l'école, voilà, patati patata. Elle vit sa vie d'adolescente. Et le troisième personnage que l'on va suivre, c'est Freddy. Alors Freddy, lui, c'est un garçon un petit peu spécial. On apprend qu'il est extrêmement intelligent pour son âge, qu'il a un QI extrêmement développé et il a une obsession pour les filles, il espionne les personnes, etc. Et dans l'entourage de Freddy, on va suivre également donc son père qui s'appelle Tom Fitzwilliam, qui est un homme séduisant, hyper charmant, que tout le monde adore. Et le point commun de ces 3 personnages, c'est justement ce Tom Fitzwilliam, donc qui est le papa de Freddy, mais qui est également le directeur du collège de Jenna et qui est le voisin de Joséphine. Et donc Joséphine va commencer à développer une obsession pour Tom Fitzwilliam, qu'elle trouve charmant, qu'elle trouve magnifique, enfin bref, il l'obsède. Jenna, elle, contrairement à ses copines de classe qui sont également sous le charme de ce Tom Fitzwilliam, décidément c'est très compliqué à prononcer, elle en revanche, elle va être un petit peu plus en retrait, elle va être un petit peu plus méfiante par rapport à lui. Et Freddy, lui, c'est un adolescent qui trouve son père un peu chelou, qui trouve que c'est un peu bizarre que tout le monde vénère son père parce que... apparemment, ce n'est pas un homme aussi bien qu'il y paraît, au premier abord et parmi toutes les apparences. Freddy, lui, connaît peut-être un petit peu plus son papa que les autres. Et donc, à travers les points de vue de ces 3 personnages principaux, donc Joséphine, Freddy et Jenna, on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, et donc on va petit à petit, pendant 3 mois, suivre un petit peu ces 3 personnages pour découvrir voilà, qu'est-ce qui est arrivé et quel est le mystère. On sent que
voilà, le fameux tome, bah, il n'est pas tout blanc, quoi. Donc voilà, donc on en apprend un petit peu plus. Honnêtement, bah, je vous l'ai dit, hein, je l'ai commencé lundi dans le bus, et regardez où j'en suis, donc on est un petit peu plus tard dans la semaine, hein, bien évidemment. Mais malgré le fait que je n'ai pas eu énormément de temps à dédier à la lecture cette semaine, j'ai été pas mal occupée, surtout après le travail, j'ai quand même lu 275 pages sur 400, je pense. C'est 400 tout pile, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. 402, voilà. Donc voilà, j'ai quand même lu pas mal, hein. J'arrive presque aux 300 pages, j'ai presque lu 3/4 du livre. Franchement, ça se lit bien, c'est agréable. C'est pas de la grande littérature, hein, pardon, on va pas se mentir, c'est pas, voilà, c'est pas fifou. C'est vrai que parfois, niveau écriture, alors je sais pas si c'est, il me semble que c'est traduit, hein, ouais, c'est ça, c'est traduit. Donc, je sais pas si c'est l'écriture de base qui a un problème déjà, ou si c'est la traduction. C'est clair que parfois, certaines tournures de phrases sont un petit peu bancales. Parfois, pareil, dans l'enchaînement des dialogues, il n'y a pas vraiment de logique entre voilà, les points de vue, etc. Voilà, il y a des petits problèmes au niveau de l'écriture. C'est pas de la grande littérature, mais honnêtement, je trouve que c'est un roman qui fait le taf. Je trouve que c'est un roman qui se dévore. C'est prenant, c'est mystérieux. Les personnages ont tous leurs particularités, leur entourage. Il y a toujours quelqu'un, on sent, qui dissimule un secret, qui est un petit peu chelou. On se demande à qui on peut faire confiance. Est-ce que la personne qui est désignée comme la folle du quartier ne serait-elle pas la plus lucide de tous? Enfin voilà, c'est véritablement très mystérieux. Le mystère est épais et franchement, ça se lit bien. Les chapitres sont relativement courts, donc ça s'enchaîne facilement, ça s'enchaîne rapidement. Et honnêtement, ouais, je passe un bon moment. Franchement, c'est pas mal. Je commence un petit peu à me faire ma petite idée au niveau de l'imbrication des différents éléments, de ce qui s'est passé avant, du mystère qu'il y a autour de ce Tom Fitzwilliam. Je commence un petit peu à creuser mon chemin, à me faire quelques petites idées de son passé, voilà, de tout le mystère qui l'entoure. Et j'ai hâte du coup de voir si mes instincts ont été bons, si j'ai découvert un petit peu le pot au rose, si voilà. J'ai hâte et franchement j'ai vachement hâte de le terminer. Je passe vraiment un bon moment en lecture, donc voilà. Pardon, j'ai dû faire un cut parce que j'avais encore une fois le nez qui coulait. C'est toujours très glamour ces vlogs, hein, n'est-ce pas? Je me demande quand est-ce que ça s'arrêtera que mon nez coule. J'ai l'impression que ça fait des mois et des mois qu'il coule. Il coule. C'est totalement désagréable et dégueulasse. Bref, revenons à des choses beaucoup plus intéressantes. Donc je vous ai parlé de ma lecture en cours, mais je vous ai pas encore montré le marque-page qui l'accompagne, parce que le marque-page est assez sympa. Et je peux faire un point culture également assez sympa à ce sujet. Donc j'avais dit page 275, je vais faire ça comme ça. Alors, le livre s'appelle Tout est secret. Voilà, je vous l'ai présenté. Et du coup, le marque-page de ma collection qui m'inspirait le plus pour accompagner cette lecture, c'est celui-ci. Voilà. Alors, c'est un détail de ceci. C'est une Bocca di Leone ou bouche du lion. Celle-ci, c'est la Bocca di Leone du Palazzo Ducale à Venise, donc du palais ducal de Venise. Et c'est en fait des espèces de boîtes aux lettres de dénonciation dans laquelle en fait tous les citoyens pouvaient apporter une lettre anonyme ou signée pour se plaindre ou dénoncer quelque chose, que ce soit par exemple la salubrité d'un canal, ou se plaindre des impôts, ou essayer de régler un litige commercial, voilà. Et en fait, dans la ville de Venise, il y avait plusieurs bocche di leone et chaque boîte aux lettres avait sa fonction propre. Donc si vous vouliez vous plaindre des impôts, vous allez à la Bocca di Leone numéro 1. Si vous vouliez vous plaindre, je ne sais pas, de l'insalubrité voilà, d'un canal, vous alliez à la Bocca di Leone numéro 2, etc., etc. Il y en avait plusieurs dans Venise, chacune qui traite une thématique différente. Et le gouvernement, derrière, analysait véritablement les lettres. Alors bien évidemment, le gouvernement donnait la priorité aux lettres qui étaient signées, hein, et bon, les lettres anonymes étaient également traitées, mais
on donnait la priorité aux lettres qui étaient signées et ainsi le gouvernement laissait en fait à chaque citoyen la possibilité de laisser entendre sa voix, de laisser entendre sa plainte et ça permettait ainsi de limiter les insurrections publiques et les différentes manifestations. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on appelle ça bouche du lion. Il y a un autre nom, c'est bouche de la vérité. Mais le nom d'origine, Bocca di Leone, c'est parce qu'en fait, là, vous voyez, c'est la représentation d'un visage humain. Mais il était également possible de trouver des bouches de la vérité en forme de lion, de tête de lion. Et en fait, tout simplement parce que le lion, c'est le symbole de Venise. Voilà, c'est l'emblème. Si vous avez déjà été à Venise sur la place Saint-Marc ou sur différents bâtiments, vous verrez souvent l'emblème du lion. Tout simplement parce qu'en fait le lion est associé à Saint-Marc qui est le saint protecteur de la ville de Venise et Saint-Marc fait partie des 4 évangélistes et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué si vous allez dans une église, si vous regardez l'architecture ou plusieurs tableaux, parfois vous pouvez voir 4 personnes accompagnées de 4 symboles. Vous avez le lion, l'aigle, le bœuf et l'ange. Et en fait, ces 4 symboles, ces 4, je peux pas dire animaux parce qu'il y a un ange, mais bon, ces 4 symboles sont associés aux 4 évangélistes. Et donc parfois, vous pouvez avoir donc l'évangéliste représenté avec son symbole, mais parfois, vous pouvez juste avoir le symbole en lui-même, donc le taureau, l'aigle, le lion et l'ange. Et donc, ils sont à chaque fois, c'est la représentation en fait des 4 évangélistes. Donc nous avons le lion, je vous l'ai dit, pour Saint-Marc, nous avons le bœuf pour Saint-Luc, ensuite nous avons Saint-Matthieu qui est représenté par l'ange, et enfin Saint-Jean qui est représenté par l'aigle. Et donc la prochaine fois que vous allez dans une église, regardez un petit peu que ce soit l'architecture extérieure ou les peintures, les chairs de vérité, etc. que vous pouvez trouver à l'intérieur, et vous allez voir parfois ces 4 symboles autour du Christ notamment, qui font donc du coup référence aux 4 évangélistes. Donc voilà un petit peu pour ce point culture, un petit peu 2 en 1. Donc vous en savez maintenant un petit peu plus sur les bouches de la vérité et sur également les 4 symboles des évangélistes. Voilà. Donc écoutez, je suis ravie moi de reprendre les points culture. J'avoue que ça m'avait un petit peu manqué de vous parler de mes marque-pages et de vous parler un petit peu comme ça de ma passion pour l'art, l'histoire, l'architecture, la peinture, etc. Ah oui, un truc aussi que je peux dire, par exemple, une petite anecdote à propos des Bocca di Leone. Apparemment, d'après la légende, Casanova aurait été dénoncé par une lettre anonyme qui avait été déposée dans une Bocca di Leone qui dénonçait justement son côté assez dépravé et libertin. Et donc ce serait à cause d'une dénonciation dans une de ces structures que Casanova aurait été jeté en prison. Voilà. Et ainsi, écoutez, le lien est fait. J'ai commencé par parler du livre, ensuite du marque-page, j'ai un petit peu dérivé, et puis j'ai terminé avec un personnage littéraire, Casanova. Enfin, littéraire. Oui, historico-littéraire, enfin bref. J'ai terminé avec ce petit point culture. Sinon, j'ai également lu d'autres choses en... Ah bah tiens, j'ai oublié de prendre ma BD. Écoutez, je vais chercher ma BD, je reviens tout de suite. Voilà, je disais, j'ai lu en parallèle donc de mon roman en cours 2 BD, enfin une BD et un manga pour être plus précise. Je vous avais présenté mes derniers achats dans le précédent vlog et cette BD en faisait partie. Il s'agit d'une BD de Quick et Flip qui sont donc 2 héros que Hergé a inventés. Et là, nous avons le tome 1 des BD Quick et Flip. Voilà. Haute tension. Je l'ai reçu donc dimanche, mon papa me les avait apportés, je les avais fait livrer en Belgique. Je vous ai expliqué tout ça dans le précédent vlog, donc inutile de rappeler ça ici. Et j'ai pas pu résister à la tentation. J'ai directement sorti donc l'une des BD de ma palle et j'ai lu donc Haute Tension. Donc à l'intérieur, on va retrouver donc ces 2 gamins bruxellois qui sont malicieux, aventureux mais quelque peu maladroits, qui font plein de bêtises et qui adorent embêter l'agent 15 qui est ce bonhomme qui est également très récurrent dans la BD. Et donc comme ça, sur 2 pages, on va à chaque fois avoir des petits sketchs où Quick et Flip vont faire des bêtises et donc c'est extrêmement drôle, c'est rafraîchissant, c'est divertissant, franchement c'est vraiment chouette. Je n'ai pas eu une impression que c'était daté quand j'ai lu cette BD, parce que je me souviens une des fois où j'avais lu un Joanne et Pierre-Louis,
j'avais trouvé que il y avait... C'était un peu daté parfois dans les gags, parfois dans les réflexions des personnages, etc. Mais bon, c'est pas grave, il faut remettre aussi le récit dans son époque. Voilà, les Peyo, c'est ultra vieux. c'est assez vieux, ça date quand même un petit peu. Et donc, du coup, bah, forcément, l'humour, les calembours, etc., les petites blagounettes, ça a bien évolué. Mais ici, pour Quick et Flip, bizarrement, ça a été... alors, ça a été compilé en 1985, mais je ne sais pas de quand datent les sketchs, parce qu'ils ont été à chaque fois publiés dans un journal. Mais bon, ça doit être du coup postérieur à... antérieur, pardon, à 1985. Mais voilà, je trouvais que au niveau de l'humour, au niveau des sketchs, c'était pas trop daté. Je trouvais qu'on ne sentait pas trop que c'était une vieille BD, des vieux sketchs. Bon, bien évidemment, il joue avec par exemple, un bout de ficelle, des osselets, des billes, et c'est totalement inimaginable maintenant pour 2 enfants. Ils sont pas collés à leur iPhone, ils sont pas en train de scroller sur TikTok ou faire des danses complètement bizarres de je ne sais quel jeu vidéo totalement obscur que je ne connais point. Voilà, donc on sent par là, par la représentation du téléphone, de la télé et des jeux des enfants bruxellois que oui, effectivement, cette BD, elle date. Mais je trouve qu'au niveau de l'humour, ça va encore. Bon, parfois, ils reçoivent des claques de leurs parents. Ce serait totalement inacceptable maintenant de montrer une maman qui donne une grosse fessée à son fils aujourd'hui en BD. Mais voilà, à part ça, je trouve que c'est... Ouais, c'est rafraîchissant et franchement, ça m'a fait du bien de relire cette petite BD. Ça m'a fait retourner en enfance, en fait, chez mes grands-parents quand je les ai en secret le soir avant de m'endormir, alors que je devais déjà être endormie depuis au moins une demi-heure. Les BD que mon papa avait, la seule BD de Quick et Flip que mon papa avait. Et ouais, c'était vraiment un petit retour en enfance qui m'a fait vraiment du bien au cœur. Je suis ravie d'avoir acheté ces BD et donc voilà, la première a déjà été lue. Et ensuite... j'avais envie de sortir de ma palle un petit manga, donc j'ai sorti Le chat mène l'enquête. J'avais envie de me divertir, j'avais envie de douceur, de légèreté et de petits chats, et donc j'ai sorti celui-là. Mais j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. En lisant le résumé, ça disait que donc ce chat qui s'appelle Hitchcock était le compagnon de 2 détectives et qu'il aidait ces 2 détectives à résoudre leurs enquêtes. Et donc du coup, bah, je m'attendais à un manga style thriller, policier, polar, bref, où on va suivre le chat qui aide ses maîtres détectives à résoudre des enquêtes. Mais en fait, alors oui, il y a une partie du manga qui est dédiée à cela, mais sinon, le reste n'a absolument rien à voir. Je dirais que ce manga se divise en 2 temps. Dans un premier temps, on va avoir, chaque chapitre va être dédié à la rencontre de Hitchcock avec d'autres personnages. Et ces personnages vont à chaque fois lui donner un nom en fonction du contexte de leur rencontre, de la... je sais pas, de la réaction qu'il a pu avoir avec une personne, d'un souvenir que remémore... qu'un personnage se remémore en voyant ce chat, ou par rapport à sa forme corporelle particulière. Et donc, chaque chapitre, voilà, ça va être un nouveau personnage qui va voir le chat et qui va lui donner un nom, poire, marshmallow, blanc, enfin bref, voilà. Des noms complètement différents. Et au début, moi, je pensais que ces personnes qu'on voit au début allaient revenir ensuite dans l'enquête, qu'ils allaient tous être suspectés, ou qu'ils allaient tous avoir, à un moment ou à un autre, un rôle dans l'enquête principale, mais que nenni. En fait, après, on arrive sur une enquête totalement différente, mais qui se déroule en 2-2. Donc, effectivement, Hitchcock va aider les enquêteurs à résoudre le mystère, mais ça se... Enfin, vraiment, ça prend... je vais vous montrer. Hop, ça prend... Que dalle au niveau de l'enquête. Ici, et ça se termine... Enfin, au niveau de l'enquête, au niveau de l'histoire. Ça se termine là, je pense. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment le chat mène l'enquête. Le reste, c'est juste le chat. Le chat vit, le chat, le chat. Point. Voilà. Et à part dans cette partie-là où il y a véritablement une enquête,
des détectives et du chat, le reste c'est juste du blabla. C'est connaître comment les détectives ont rencontré le chat, comment est-ce que la vie sentimentale d'un des détectives, enfin bref, ça n'a vraiment en fait aucun lien. C'est pas un manga qui est extrêmement... c'est pas une histoire en fait qui se déroule de la première page à la dernière, c'est vraiment plusieurs petites histoires. Et je trouve du coup que le titre et le résumé, eh ben, ils sont extrêmement trompeurs parce que ce n'est pas le chat mène l'enquête, ce n'est pas Hitchcock qui aide des détectives, c'est juste un chat qui rencontre des gens et voilà. Et je trouve que ça aurait été mieux de présenter le manga comme cela plutôt que de faire croire à une histoire policière, un thriller, un polar en manga parce que bah du coup moi j'avoue j'ai été extrêmement déçue. Je m'attendais à une histoire tarabiscotée avec plusieurs personnages, plusieurs rebondissements et tout. Et au final, ben, pas du tout. C'est assez simpliste. Et du coup, je trouve que ils auraient mieux fait de prendre véritablement l'enquête et d'en faire tout un manga. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est l'auteur a écrit cette histoire qui a été publiée dans un magazine. Donc, je suppose que chaque chapitre a été en fait publié dans un magazine et ensuite il a décidé d'en faire un seul et même manga. Mais du coup, autant pour un récit hebdomadaire, etc., ça peut être sympa d'avoir un personnage récurrent qu'on retrouve toutes les semaines dans le magazine, autant pour une compilation en manga, je trouve que le récit est du coup un petit peu décousu. C'est pas ouf. Je trouve qu'il aurait mieux fait en fait de reprendre son histoire avec les détectives où le chat mène effectivement l'enquête et de l'étoffer pour le manga, de laisser de côté ou alors d'en faire un tome complètement à part les histoires d'Hitchcock avec les autres personnages de la ville de Los Angeles. Vraiment voilà, en faire un manga à part, un petit peu side, voilà. Et puis faire véritablement un manga dédié au chat qui mène l'enquête et donc étoffer son histoire de base qui a été diffusée dans le journal pour en faire véritablement une histoire à publier en manga. Voilà, donc petite déception pour moi. Après, je dois bien avouer, c'est quand même mignon. Les dessins sont vraiment très très beaux. Je trouve qu'il arrive véritablement bien à retranscrire les mimiques du chat, les différentes mimiques que peuvent avoir les chats entre la contrariété, l'envie d'avoir des câlins, entre la faim, entre la fatigue, entre la soif, etc. Je trouve que c'est véritablement un très bon dessinateur pour ça, mais en revanche, niveau scénario, moi personnellement, en tout cas, j'ai été un peu déçue. Je trouve que le titre et la quatrième de couverture sont un petit peu mensongers. Et ça n'a pas été une lecture à la hauteur de mes espérances, malheureusement. Mais bon, voilà, écoutez, il en faut de tout pour faire un monde. Et voilà. Et voilà. Et donc, bah écoutez, c'est là-dessus que je clôture le premier rush de cette semaine. Je vous dis donc à plus tard. Hello, on se retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Alors c'est un peu particulier pour moi de reprendre la caméra aujourd'hui parce qu'en fait entre la dernière fois que je vous avais pris et le jour où je filme, il s'est passé un assez long laps de temps parce que je suis malheureusement tombée malade entre deux. Donc c'est pourquoi le vlog de la semaine dernière est sorti une semaine en retard. C'est pourquoi ce vlog sort un vendredi au lieu de sortir un lundi. Voilà, je suis un peu chamboulée dans mon planning et de publication de vidéos et également de filmage de vidéos parce que voilà, je suis... Ouais, j'ai chopé un petit virus qui m'a mise bien KO et j'avais vraiment pas l'énergie, je n'avais pas l'envie, enfin je faisais que dormir de mes journées donc je n'avais même pas le temps de prendre la caméra et de filmer ces vlogs. En plus, c'est vrai que quand on est malade, on n'a pas forcément une belle tête et on n'a pas forcément envie de parler, on a plus envie de se reposer et de guérir. Donc bref, c'est un petit peu particulier du coup parce que je reviens vous parler de
deux livres que j'ai lus, mais il y a quand même assez longtemps, donc ça change un petit peu. C'est pas plus mal finalement d'avoir un long laps de temps qui s'est passé entre mes deux lectures, parce que d'habitude quand je viens vous voir en vlog, je vous fais souvent des avis à chaud, parce que c'est des livres que je lis au moment présent, ou bien des livres que j'ai terminés soit la veille, soit l'avant-veille. Donc mon avis est toujours un petit peu, on va dire, auréolé de sentiments forts, parce que c'est des lectures que j'ai terminées récemment, tandis que là, l'avis que je vais vous donner, il y a quand même plus d'une semaine qui est passée entre le moment où je l'ai terminé et le moment où je viens vous le commenter, donc ce sera un avis un petit peu plus à froid, peut-être un petit peu moins dynamique, pimenté. Ça change, ça va changer, donc c'est pas plus mal, écoutez, de se renouveler parfois dans des vlogs, surtout quand ça fait plus d'un an maintenant que je vous poste des vidéos. Donc, du coup, la dernière fois que je vous avais pris, je vous disais que j'étais en pleine lecture de Tout est secret, c'est bien ça, de Lisa Jewell. Et donc, je l'ai terminé, hein, bien évidemment. Et franchement, alors, je me rappelle plus trop de ce que je vous avais dit, je vous avoue, dans le premier rush, j'aurais peut-être dû le regarder avant de reprendre la caméra. Mais je sais très bien qu'à un moment, j'avais blablaté sur un petit peu l'histoire et je vous ai dit des erreurs. Parce que c'est des choses, en fait, que l'autrice nous fait croire. Et honnêtement, moi je pensais être très maligne, je pensais, parce que très souvent en fait quand on lit ce genre de roman qui est donc un thriller domestique / psychologique, très souvent on retrouve les mêmes ficelles narratives, très souvent on retrouve les mêmes retournements de situation, on retrouve un petit peu la même recette, on va dire, au niveau de la gestion du suspense, des rebondissements, des retournements de situation, des twists, etc. Et donc je pensais que ce livre allait être de la même veine des autres que j'avais lus, c'est-à-dire un livre facile au niveau du dénouement, parce que bon, bah voilà, moi j'ai l'habitude de lire des thrillers, des polars, donc vous le savez, je me doute du dénouement qu'il va y avoir, parce que je suis plus maligne que tout le monde. Eh ben, ce livre-là m'a mis une belle claque parce que j'ai été mais complètement bluffée. Je m'attendais à une histoire toute tracée, je m'étais fait mon idée là-dessus. Mon idée là-dessus. Et puis finalement, je me suis totalement gourée. Je me suis pris un twist en pleine figure. Alors, je l'ai vu arriver. J'ai commencé à me douter du twist 2 pages avant qu'il arrive, parce qu'en fait l'autrice nous met des gros indices pour arriver à ce twist, mais donc ça veut dire que je l'ai pas vu venir, quoi. Quand on se doute d'un twist 2 pages avant, c'est parce qu'on a trop d'indices mis à notre disposition, voulus par l'auteur, et donc du coup, non. Finalement, j'ai vu le twist arriver à la dernière minute, et je me le suis vraiment pris en pleine figure, et ça, mais qu'est-ce que ça fait plaisir! Parce qu'honnêtement, quand j'ai démarré cette lecture, je ne m'attendais pas à grand-chose. J'avoue que j'avais entendu parler en fait de Lisa Jewell sur les réseaux, donc sur Instagram, sur YouTube, etc. Et les critiques sont quand même assez positive, mais pas non plus extrêmement élogieuse. Et donc, du coup, quand moi j'avais pris ce livre-là, c'était pour découvrir la plume et l'univers de Lisa Jewell. Et je m'étais dit, c'est un thriller domestique / psychologique, je vais pas m'attendre à grand-chose, donc mes attentes n'étaient pas fortement élevées. Je me disais, je vais passer sans doute un bon moment, mais sans plus, ça va être une lecture facile, ça va être une lecture qui casse pas 3 pattes à un canard, mais qui va quand même me faire passer un bon moment. Alors oui, certes, c'est pas un récit qui est non plus waouh de ouf, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un récit qui casse effectivement 3 pattes à un canard, mais je vous avoue, je ne m'attendais quand même pas à prendre autant de plaisir et surtout à me délecter autant face à cette révélation finale et à ce twist. Voilà, c'est donc somme toute, c'est pas une excellente lecture, c'est pas un livre qui a révolutionné ma vie de lectrice, mais c'est quand même un bon livre, c'est un livre qui m'a fait passer franchement un bon moment. Il y avait tout ce qui me plaît dans les thrillers dans ce livre, donc c'est-à-dire les chapitres sont courts, les personnages sont extrêmement intéressants, ils sont, je trouve, assez bien travaillés, l'autrice arrive à nous manipuler de A à Z, parce qu'en fait on va suivre 3 points de vue, c'est un roman choral où on va suivre 3 personnages, et à chaque fois on va être dans la tête de ces personnages, et
donc vivre la situation et les 3 mois qui se déroulent entre le premier jour du flashback et le meurtre effectif qui se passe dans ce roman. Et en fait, on suit ces personnages qui sont quand même bien travaillés, qui se font chacun en fait un avis sur la situation, mais tout en n'ayant pas toutes les clés pour avoir un avis totalement objectif. Donc on va les suivre avec leurs a priori, avec leurs idées reçues, avec leurs idées faussées. Et nous, en fait, en tant que lecteurs, on se fait, nous, notre avis sur eux, leur avis qui est déjà biaisé par plein de choses. Et donc, on pense, enfin, en tout cas, moi, je pensais que ça allait être un dénouement facile. Et en fait, l'autrice, elle a bien réussi à nous manipuler à travers ce schéma, quoi. Voilà, donc j'ai dit bien rythmé parce que les chapitres sont courts, les personnages sont intéressants et l'histoire, en fait, le fond de l'histoire est vraiment intéressant. Alors c'est pas non plus, ça révolutionne pas le genre au niveau des thématiques et de l'histoire, mais vraiment, c'est un roman qui fait le taf et je suis vraiment hyper agréablement surprise d'avoir kiffé ce livre-là. S'il y a un point négatif que je dois lui donner, c'est soit l'écriture, soit la traduction, je ne sais pas. Voilà, là je le lis en français et le livre est traduit de l'anglais. Parce qu'il y avait quand même des phrases qui n'étaient pas 100% françaises. Il y avait parfois des moments au niveau des dialogues, au niveau de la traduction, qui n'étaient pas oufissimes. Et alors aussi, pour tout ce qui était enchaînement des dialogues, parfois je trouvais que les points de vue... on est censé être à chaque fois du point de vue de la personne, donc soit de... comment il s'appelle, de Joséphine, soit d'une adolescente ou soit d'un adolescent. Voilà, c'est les 3 personnages, je me rappelle plus leur nom. Et puis après, dans l'enchaînement des dialogues, parfois, c'était comme si c'était un narrateur externe. Donc c'était parfois un peu chelou, voilà, l'enchaînement des dialogues et parfois des points de vue liés à une scène. Il y avait un petit schmilblick qui m'a un petit peu dérangée et parfois également la traduction de certaines phrases qui m'ont un petit peu dérangée. Mais à part ça, franchement, une lecture addictive, ça se lit bien, ça se lit vite, les chapitres s'enchaînent, on a envie de savoir, on est bien dans cette histoire. Et pour moi, c'est un roman qui a totalement fait le taf. J'ai été divertie, j'ai été surprise, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre et je l'ai lu vite. Et moi, vous savez que j'aime bien, quand je ne traîne pas un livre, j'aime bien lire un livre assez rapidement. Et là, en tout cas, ce fut le cas. Donc très, très, très très belle surprise pour moi et honnêtement je ne peux que vous recommander ce livre-là. Alors je n'ai pas lu d'autres Lisa Jewell, donc je vais aller en librairie bientôt et je pense, si j'en trouve, peut-être m'en prendre un ou deux pour voir un petit peu ce que vaut les autres livres. Mais en tout cas, tout est secret pour moi. C'est un livre qui fait totalement le taf. Je lui ai mis du coup, il me semble... 15 ou 16 sur Livre Addict, je ne sais plus, mais pour moi c'est un bon livre qui fait totalement le taf, qui divertit, qui est voilà. Franchement, très très bonne surprise pour moi et je suis vraiment contente du coup d'avoir découvert Lisa Jewell. J'espère que ces autres livres seront à la hauteur de celui-ci en tout cas. Voilà donc pour mon avis final sur ce livre. Comme je vous l'ai dit, ce que je vous ai dit dans la première partie, je me suis un petit peu trompée. Je vais voir au niveau du montage ce que je vais faire. Est-ce que je laisse cette partie? Est-ce que je la coupe? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On verra, mais voilà, belle surprise. Ensuite, avant d'enchaîner avec un autre livre, j'ai sorti une petite BD de ma palle parce que je sais plus pourquoi. Je pense qu'il devait être tard et que j'avais pas envie de commencer un roman ou bien j'avais envie de me divertir. Bref, je ne sais plus la raison, mais le fait est que j'ai sorti un nouveau Quick et Fluke de ma palle. Donc ici, le tome 2 de l'intégrale de Quick et Fluke. Ah, c'est compliqué à prononcer ces mots, qui est Jeu interdit. Donc je vous avais déjà parlé de cette saga de BD dans des précédents vlogs, donc je ne vais pas me répéter ici. Donc on est avec des personnages créés par Hergé. La seule chose que je peux peut-être rajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit à propos de Quick et Fluke, c'est que, en fait, les deux premiers tomes de cette intégrale de sketch de Quick et Fluke, donc
haute tension, voilà, et Jeux interdits. En fait, ce ne sont pas des histoires qui ont été écrites par Hergé, mais par Joanne de Maure, qui, en fait, d'après ce que j'ai compris, avait repris, en fait, les BD de Quick et Fluke sous la supervision de la Fondation Hergé, je pense. Et donc, les 2 premiers tomes, c'est principalement donc les sketchs créés par Joanne de Maure et non par Hergé lui-même qui ont été donc mis dans ces 2 premières intégrales. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais moi en tout cas j'ai trouvé ça extrêmement intéressant quand j'avais lu l'info tout bêtement sur Wikipédia, hein, que en fait c'était pas Hergé qui avait écrit tous les sketchs de Quick et Fluke, mais que c'était également certains collaborateurs qui avaient repris ces personnages et qui avaient continué un petit peu l'univers de ces 2 garnements bruxellois qui n'arrêtent pas de faire tourner en bourrique l'agent 15, qui est également le 3e personnage récurrent de cette BD. Sinon, mon avis par rapport à Jeux interdits, bah, la même chose que pour Haute Tension que je vous avais présenté dans le vlog précédent. Je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça drôle. C'est un petit peu une Madeleine de Proust en fait de retourner dans l'univers de Quick et Fluke. Ah, de Quick et Fluke, c'est compliqué, pourquoi? Bon, je vais le dire comme mon grand-père, Quick et Fluke. Ce sera plus simple que de vouloir prononcer le P. Les P, on le sait très bien, c'est toujours mieux quand c'est silencieux. Petite blague grableuse. Et bam. Bref. Non mais franchement, ouais, j'aime bien retourner dans cet univers. Ça me rappelle mes grands-parents, ça me rappelle mon enfance. Je trouve ça drôle, je trouve ça mignon, je trouve ça frais comme tout. Et franchement, une petite BD à placer de temps en temps comme ça, soit le soir, soit à un moment où on n'a pas trop envie de lire et qu'on a envie de se divertir quand même. C'est l'idéal, je trouve. C'est pas très long, je pense que ça fait 50 pages. Même pas, je pense. Ouais, 47 pages. Voilà, 47 pages, donc ça se lit vite, en moins d'1 heure c'est fait. Et franchement, je trouve que, je sais pas, quand je me plonge dans une BD de Quick et Fluke, c'est la 2e donc là que je lis en entier et honnêtement ça me fait, je ne sais pas, une petite boule de fraîcheur, un petit cocon sympa, voilà, petite Madeleine de Proust et à la fois je passe un excellent moment, je rigole, je suis divertie, ça me plaît beaucoup, donc voilà. Un petit retour en enfance avec ce 2e intégral de ces 2 personnages au nom un petit peu imprononçable. Et voilà, c'est sur cet avis lecture un petit peu tardif que je clôture cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et laisser un petit commentaire, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne également pour me soutenir. Et en attendant de vous retrouver dans une nouvelle semaine de vlog, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!